Mais dans le même temps, il faut également comprendre que l'écoute sociale est une immense responsabilité. Cela permet de définir nos politiques, nos stratégies. Et si l'approche déontologique n'est pas adoptée, cela peut causer des problèmes, cela peut renforcer la stigmatisation et rendre le travail avec les communautés très difficile. Parfois, cela peut même conduire à une exclusion de ceux qui doivent le plus être entendus. Fournir des orientations et un leadership dans le cadre de ce travail normatif fait partie du mandat de l'OMS. Ainsi, je suis très heureuse que ce travail soit piloté par l'OMS et celui-ci rassemble différents départements techniques, différentes divisions. Vous allez les entendre. Dans le même temps, cela permet aussi d'ouvrir, d'amorcer un processus consultatif qui s'appuie sur les universitaires, des experts scientifiques et les parties prenantes pertinentes, de même que les autorités pertinentes. Ainsi, l'écoute sociale déontologique est une composante de l'action de santé publique déontologique. Ainsi, en écoutant, nous valorisons les personnes et nous travaillons avec ces personnes. Cela permet de renforcer la confiance, la sécurité des communautés et cela est fondé sur le respect, cela permet de protéger les droits individuels. Nous pouvons ainsi veiller à ce que les communautés comprennent ce qui se passe et pourquoi. Le document identifie les limites déontologiques liées à une mauvaise utilisation des données. Ce document vise aussi à amplifier les voix, en particulier celles des communautés marginalisées et mal desservies. Ainsi, je me réjouis de participer aux discussions d'aujourd'hui. N'hésitez pas à formuler vos commentaires. Nous voulons que cette session soit aussi interactive que possible. Je conclurai en remerciant l'équipe ou les équipes de l'OMS qui ont euh, fait ce travail. Merci également aux experts. Merci à toutes les parties prenantes qui ont contribué à ce travail des plus importants. Merci beaucoup. Je vous rends la parole, Kay. Merci beaucoup, Nedret. Merci beaucoup pour avoir planté le décor de notre travail sur la protection des communautés. Merci d'avoir mis en avant l'importance d'un engagement déontologique vis-à-vis des communautés. C'est très important et cela se reflète aussi dans ce document. L'interprétation en français est maintenant à disposition. Vous pouvez maintenant sélectionner le canal français à l'aide du bouton au bas de votre écran. Il y a également une section questions-réponses. Vous pouvez donc taper vos questions pour la séance de questions-réponses qui sera tenue un peu plus tard. Nous passons maintenant au point suivant à l'ordre du jour. Je vais commencer par partager quelques réflexions concernant les motivations, les objectifs de ces orientations. J'adopterai la perspective de notre unité donc protection des communautés et résilience. Dr Nedret a déjà tracé les grandes lignes, elle a indiqué que cela était au cœur de ses orientations, mais je vais mettre en évidence quelques composantes et ensuite je donnerai la parole au Dr Andreas Reis, qui est le chef d'unité pour la déontologie et capacité de réaction et résilience. Et il va nous donner l'approche déontologique. Comme nous l'avons entendu, l'écoute sociale est une part essentielle de notre action dans le cadre de nombreuses urgences. Ça inclut les épidémies, mais ça inclut aussi d'autres types d'urgences sanitaires, les conflits, etc. Parce que ce n'est pas important que d'identifier, de suivre
les fausses informations, mais il faut aussi comprendre les réalités, les préoccupations des personnes et leurs croyances. Comme dans toutes les mesures de riposte, il est essentiel que ce soit fait avec transparence et avec un fondement solide en matière de déontologie. Si nous n'avons pas de garde-fou sur le plan déontologique, on va ébranler la confiance des communautés, on va avoir un impact négatif sur des groupes vulnérables. Et cela montre l'importance de ces orientations. Il nous faut veiller à ce que nos pratiques ne causent pas de tort. Il s'agit de construire, de maintenir la confiance auprès des communautés et veiller à agir de manière transparente et responsable. Ce sont des aspects qui sont essentiels et le docteur Emiroglou l'a déjà mis en avant. Notre principal objectif dans l'élaboration de ces orientations, c'était créer une ressource qui soit pratique, orientée sur l'action, qui soit concrète, qui soit ancrée dans les réalités de la santé publique. C'est pour cela que nous avons contacté nos collègues de la gouvernance de l'éthique pour créer ce document et nous allons parler davantage du processus d'élaboration un peu plus tard. Et comme toujours, nous voulons soutenir les gouvernements et les agences de santé pour réaliser ces activités de manière responsable et pour protéger les communautés, en particulier celles qui sont déjà exposées à un risque de marginalisation. Je donne maintenant la parole au docteur Andreas Reis, qui va nous parler du processus avec le point de vue donc, de la déontologie. Docteur Andreas. Merci beaucoup, docteur. Merci pour l'excellente collaboration entre nos unités sur ce sujet. Je voudrais également remercier les rapporteurs de notre groupe d'experts, Nicolas Biller-Andorno, Federico Giamani, de notre centre collaborateur pour la bioéthique à Zurich. Merci également à notre groupe d'experts qui a été dirigé par les deux, par Kevin Ho et Isabella. Merci beaucoup à tous ces collègues qui ont rendu ce travail possible. Les rumeurs, les fausses informations sur la santé, sur la médecine sont aussi vieilles que le monde. Mais la COVID-19 a vraiment fait des fausses informations, des informations trompeuses, quelque chose de complètement nouveau, à un autre niveau. Et dans nos sociétés, à l'échelle mondiale, nous avons vu une érosion de la confiance sans précédent vis-à-vis de la science et de la santé publique. Comme nous le savons, la confiance, elle est difficile à acquérir, mais elle est très facile à perdre. Et ce n'est que lorsque le public est convaincu que les actions de santé publique sont en adéquation avec les normes éthiques et protègent les droits des personnes, eh bien, on peut acquérir et maintenir la confiance des populations. C'est pour cela qu'il est essentiel, non seulement pour l'OMS en tant qu'organisation, mais aussi pour les agences de santé publique nationales, de veiller à ce que leurs politiques et leurs pratiques soient fondées sur des bases solides sur le plan éthique. L'écoute sociale et la gestion de l'infodémie, ce ne sont pas des expressions. Ce n'est que lorsque le public est convaincu et certain que ces actions de santé publique sont réalisées en adéquation avec des principes déontologiques, ce n'est que là que ces mesures seront acceptables et couronnées de succès. C'est pour cela que notre unité éthique et gouvernance pense que ce document sera essentiel pour toutes les agences de santé publique qui sont impliquées dans la gestion de l'infodémie à l'avenir. Sur ce, je rends la parole au docteur von Harbo. Merci. Merci beaucoup. Parlons maintenant de la structure et de l'élaboration du document. Je donne la parole au docteur Nicolas Biller-Andorno, une directrice oui, à l'Université de Zurich et qui va nous parler du processus d'élaboration de ce document. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, je suis heureuse de pouvoir vous donner une vue d'ensemble de ce document. Je vais parler de son élaboration et de son architecture. J'ai travaillé avec Federico Germani, Giovanni Spitale, qui travaille au sein
de ma faculté à l'Université de Zurich et ont joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ce projet au quotidien. Ils sont présents dans le public aujourd'hui et seront à disposition pour répondre à vos questions d'ordre méthodologique. Lorsque nous avons commencé, il était clair que nous voulions nous appuyer sur des données probantes solides. Ainsi, une étude exploratoire a été réalisée au début de ce travail. L'objectif, c'était de cartographier l'état de l'écoute sociale dans la gestion de l'infodémie. Cette étude a éclairé et a validé nos discussions, nos efforts au sein du groupe d'experts et cela a permis de contribuer au contenu de ce document. Il est important de noter que le groupe d'experts comprenait des personnes qui travaillaient sur le terrain, qui étaient impliquées dans des projets de gestion de l'information lors de la COVID. Comme l'a dit Kai von Harboe, lorsqu'on élabore des orientations, il faut se pencher sur des défis réels. Ainsi, nous avons œuvré d'une manière très particulière dans le cadre de cette étude exploratoire pour créer un lien réel avec les personnes qui travaillent sur le terrain. Notre groupe d'experts est toujours impliqué dans la conception de l'étude et son interprétation. En outre, il y a aussi eu des activités de proximité auprès de parties prenantes essentielles. Vous allez voir une liste de ces activités dans les orientations elles-mêmes. Maintenant, pour ce qui est de l'étude exploratoire, la stratégie a été définie de manière itérative. L'interprète signale que la qualité du son de l'oratrice rend l'interprétation difficile. L'objectif de notre stratégie, c'était de s'appuyer sur des articles qui mentionnaient l'infodémie, la gestion de l'infodémie ou l'écoute sociale dans le contexte d'une urgence de santé publique et les aspects de la gestion de l'infodémie et l'écoute sociale. Vous remarquerez que nous avons dû nous débrouiller pour inclure des documents de 2002 à 2022, mais le terme infodémie lui-même est apparu pendant la pandémie, donc on a dû essayer de se débrouiller en utilisant des termes qui existaient auparavant. Et donc, on a travaillé avec le groupe d'experts pour être sûr de cibler la bonne terminologie et les bonnes contributions scientifiques qui étaient utilisées avant la pandémie. Ensuite, on s'est appuyé sur 3 bases de données et les entrées ont été complétées de matériel supplémentaire identifié par le groupe d'experts, notamment des documents politiques de l'OMS qui sont liés à ce sujet. Comme vous le voyez, nous sommes parvenus à avoir 103 études que l'on a incluses dans notre examen. Donc l'étude a donné lieu à une publication que vous pouvez déjà consulter en ligne. Cette étude a fait état de différentes observations concernant les euh, problèmes d'ordre déontologique en matière d'écoute sociale, d'infodémie, des questions telles que la participation communautaire, l'inclusivité, la justice, qui sont essentielles pour renforcer l'impact de la communication. Nous avons pu confirmer que les pratiques éthiques sont essentielles pour améliorer l'efficacité de la gestion de l'infodémie en préparation d'urgences sanitaires et pendant les urgences sanitaires. Vous ne serez pas surpris d'apprendre cela. Vous savez tous que la gestion de l'infodémie n'est pas une tâche simple. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles jongler. On veut que les interventions soient efficaces. On veut éviter de causer du tort aux populations avec des fausses informations, des informations trompeuses. Dans le même temps, on veut préserver l'autonomie et la vie privée des personnes autant que possible. Et on ne veut qu'aucune population
soient exposés à des injustices ou à certains euh, préjudices ou soient privés d'intervention. Ce sont donc des éléments qui sont délicats à prendre en considération et cela peut donner lieu à de la vulnérabilité et il faut prendre en compte des éléments notamment tels que la confiance, la transparence, la fiabilité, etc. C'est pour cela que nous voulions que ce document d'orientation nous aide à gérer des tensions entre ces différents éléments pour essayer de trouver un équilibre. Et ce, en orientation, les organisations, les individus qui cherchent des conseils pour l'écoute sociale, tout en respectant et en protégeant les droits humains au moyen de protocoles, et ce, de manière systématique, pratique, avant et pendant les urgences sanitaires. C'était l'ambition de ce document et vous pouvez voir dans sa structure que l'on commence par une liste des difficultés d'interpréter toutes ces informations. Et il faut s'assurer que les interventions, bien sûr, respectent les droits de tout à chacun. Ensuite, nous avons des principes, les fondations éthiques de ce cadre. Et puis, nous avons des principes d'action réalisables avec des implications tangibles et nous finissons par une feuille de route avec des étapes très concrètes pour atteindre cet objectif. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de problèmes, comme je disais, le problème de confiance et la place de la censure sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous devons naviguer dans ce nouveau euh, climat. Vous savez, nous avons une image basée sur l'intelligence artificielle qui a créé cette image pour voir comment on gère ces difficultés. À la fin de ce document, vous trouverez une description de ces difficultés qui sont listées ici. Ensuite, nous abordons une partie qui porte sur les droits de l'homme, qui explique de manière très claire et fait un rappel à la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle, avec les principes et les orientations dans le cadre d'urgence et crise humanitaire qui sont décrits dans ce processus et dans la gestion des stratégies d'infodémie. Ensuite, pour les principes substantiels, je ne peux pas expliquer tout encore, mais vous voyez que on voit les principes tels que la transparence ou les bonnes orientations, à savoir que la veille des réseaux sociaux dans l'infodémie doit pouvoir être justifiée pour le bien-être général. Vous verrez également une description détaillée dans le document. L'étape suivante porte sur les principes importants pour nous dans ces orientations qui montrent la mise en œuvre, l'application, si vous voulez, de ces principes pour qu'ils nous guident, vous voyez, dans cette image générée par l'intelligence artificielle. On trouve l'intégration de tout le feedback pour préciser les mesures, l'engagement communautaire pour mieux comprendre euh, et avoir une communication compréhensible et claire.
Maintenant, en ce qui concerne la partie consacrée à la mise en œuvre, c'est la partie la plus importante de ce document qui permet à déterminer des interventions désirables d'un point de vue éthique, telles qu'illustrées par l'image de cette boussole. On voit le cycle de vie des interventions, de la planification au déploiement, avec cette feuille de route initiale, avec l'éthique pour faire de la gestion de l'infodémie. D'ailleurs, on trouve également des cas d'études, je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard, c'est Elodie Ho qui va parler un cas spécifique. C'est un cas que nous avons repris dans ce document pour justement nous assurer que l'application pratique soit évidente. Et puis enfin, vous avez un aperçu de cette approche systématique. Nous avons structuré nos actions dans la dernière section de façon à ce qu'elles soient classées selon les principes de procédure que vous voyez en haut et elles reprennent des catégories de la gestion de l'infodémie dans la colonne de gauche. Par exemple, si vous voulez faire face au respect de la vie privée, vous voyez la colonne à gauche, eh bien, vous allez peut-être vouloir les utiliser, ces principes, dans votre intervention pour suivre et détecter toute préoccupation ou désinformation dans l'écosystème de l'information. Et donc, ce document vous envoie à cette partie. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais comme vous pouvez le voir dans le premier paragraphe, quand il y a des données anonymisées, si ce n'est pas possible, il faut expliciter et obtenir le consentement des individus avant d'utiliser ces informations et de vous assurer que ces personnes comprennent l'objectif et l'utilisation potentielle de ces données. Et donc, vous voyez que ces recommandations sont utiles pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Et je vous remercie de nous avoir invités à présenter cette étude. Je vous remercie. À vous la parole. Merci beaucoup, Nicolas, euh, pour nous avoir expliqué l'architecture de ce document. Je voulais vous rappeler de nous envoyer vos questions dans le chat. Vous recevrez bien sûr le lien pour pour vous donner ce document. Nous allons maintenant donner la parole à David Scales, professeur assistant de médecine dans la division de la médecine générale interne à Weill Corner. Donc, il fait partie de ce groupe d'experts. Merci beaucoup à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Je voulais vous expliquer le processus que nous avons suivi. Premièrement, je voulais dire que notre groupe était composé de 20 experts représentant toutes les régions de l'OMS, des experts en gestion de l'infodémie, en données, etc. Nous avions plusieurs objectifs. Donc, premièrement, conseiller l'OMS pour développer des orientations sur les questions d'éthique pour la veille des réseaux sociaux dans la gestion de l'infodémie, dans le contexte de la programmation, de la préparation des activités d'urgence, de conseiller l'OMS sur le développement d'outils pratiques pour faire de la gestion d'infodémie, pour aussi les chercheurs qui font de la veille des réseaux sociaux pour suivre l'infodémie. Je voulais rappeler l'importance de cet outil pratique. Ici, nous avons un document qui doit pouvoir être utilisé par ceux qui veulent mettre en place des plans d'infodémie. L'objectif était également de conseiller l'OMS sur les considérations éthiques dans la veille des réseaux sociaux, dans la gestion de l'infodémie, qui ont besoin d'être explorés pour identifier les problèmes et de préparer un document que le docteur Nicolas Ndorno vient de nous présenter avec des définitions, des principes généraux et des outils de mise en œuvre afin de soutenir toutes les actions de gestion de l'infodémie dans le contexte des urgences sanitaires et des crises de santé publique. Alors, quel est le processus que nous avons suivi? Alors, nous nous sommes réunis
tous les mois entre mars 2023 et 2024. Les experts devaient participer à cette réunion, contribuer aux discussions et faire des commentaires sur les matériaux soumis. Nous avons eu de nombreuses opportunités de tout revoir et de faire des commentaires sur les soumissions. Et puis ensuite, nous avons été invités à soumettre des cas d'études pour souligner tous les aspects éthiques de la veille des réseaux sociaux. Et Madame Ho va vous en parler dans un instant. Alors, nous avons notamment concentré notre attention sur des considérations éthiques dans des situations de grande incertitude, ce qu'on appelle la sous-détermination épistémique, quand il y a beaucoup d'hypothèses qui peuvent expliquer le même fait. Alors, nous nous sommes concentrés sur les urgences sanitaires. Dans ce type de cas, nous le savons, il y a beaucoup d'incertitudes et de sous-détermination épistémique. Et donc, pour mettre en place des stratégies, en dépit d'un degré élevé d'incertitude, cela est très important et il y a des considérations éthiques à prendre en compte, comme on l'a détaillé dans ce document. Nous avons pris en compte aussi le risque d'avoir un biais en utilisant les systèmes d'intelligence artificielle pour la veille des réseaux sociaux. Nous avons essayé de mesurer les risques, à savoir si la désinformation et autres types de rumeurs sont problématiques. Et donc, l'éthique qui entoure l'intelligence artificielle est prise en compte dans ce document. Nous avons aussi mis sur place des principes de procédure qui contiennent des éléments de gestion de l'infodémie. Certaines études sont très innovatrices car elles rentrent dans les détails et expliquent aux praticiens comment entrer dans les détails. Ces principes de procédure sont par exemple sont listés ici, ainsi que des éléments de la gestion de l'infodémie. Pour ceux qui sont spécialisés dans l'éthique, vous connaissez très bien ces principes de procédure. Ceux qui sont plutôt spécialisés dans la gestion de l'infodémique sont plutôt familiers avec ces éléments. Et c'est pour ça que nous avons essayé de créer des passerelles entre ces deux grandes sections, car nous pensons que ce sera très utile à tous ceux qui vont utiliser les systèmes de gestion de l'infodémie en cas de crise sanitaire. Je vous repasse la parole. Merci. Merci beaucoup, David. Merci pour ces précisions très utiles. Alors maintenant, comment utiliser ces orientations dans la pratique? Nous allons étudier un cas d'étude très précis de la part de Elodie Ho, qui a la parole maintenant. Merci, Kai. Le cas d'étude nous provient du Kenya, de la pandémie de 2019. Les choses ont changé depuis, mais c'est un cas d'étude qui nous permet d'alimenter notre expérience. L'IRA, c'est l'alliance de la riposte de l'infodémie pour l'Afrique, dont l'objectif est de s'attaquer à la désinformation dans les réseaux d'information. Nous avons été créés en 2020, au mois de décembre, pour lutter contre la désinformation. C'était à l'époque où des vaccins contre le Covid-19 arrivaient en Afrique en février 2021. Il y avait eu beaucoup d'informations, d'ailleurs beaucoup trop d'informations, des rumeurs, de mauvaises informations. Et notre alliance a été créée et avait reçu comme mandat de lutter contre toutes ces désinformations. Nous avions sélectionné 5 pays qui allaient bénéficier de cette approche pilote. À l'époque, c'était quelque chose de très nouveau et donc on voulait limiter nos ressources sur 5 pays. Le Kenya est un de ces pays. La raison pour laquelle nous avions sélectionné le Kenya était que il y avait une très forte présence d'Internet, contrairement à d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Comme vous voyez à l'écran de ces données de 2020, nous avons environ 23 millions de la population au Kenya qui a accès à Internet, ce qui est très élevé.
Et puis sur le, continent, il y avait eu beaucoup d'informations pour, obtenir, des informations auprès des communautés, donc c'était très important. Et puis c'était difficile, bien sûr, pour lutter contre les désinformations parce que cette discipline de gestion, de l'infodémie était une nouvelle discipline. Au départ, il fallait, faire comprendre, l'intérêt, de, cette mission. En tout cas, ce que je peux vous dire, le paysage de l'information a évolué très rapidement au Kenya avec la numérisation de la communication. Les gens ont accès à des informations issues de différents canaux, y compris de l'internet. Il y avait beaucoup d'informations à l'époque qui venaient de l'internet et qui se propageaient au sein des communautés. Il y avait aussi les communautés elles-mêmes qui propageaient, et qui faisaient des campagnes, de désinformation. Donc il est très important pour nous d'identifier les différentes sources et de créer un système. Il est important de se souvenir que, l'infodémie et la veille des réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose. L'infodémie a pour objectif d'avoir une approche beaucoup plus large, alors que la veille des réseaux sociaux, c'est une autre catégorie dans notre intervention. La première chose donc était de comprendre les conversations, de prioriser, de définir les outils parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Et donc, nous avons dû commencer à zéro en utilisant déjà ce qui existait dans certains pays. Nous avons embauché une personne dont le travail était de gérer avec les partenaires la gestion de l'infodémie et tout cela, ça a vraiment changé. Parce qu'à l'époque, si vous vous souvenez, nous n'avions pas beaucoup de temps, nous avions beaucoup de travail à faire pour lutter contre ces campagnes de désinformation. Et donc, nous avions une personne qui a travaillé sur ce système d'infodémie et ça nous a vraiment aidés. Alors, d'un point de vue pratique, pour la partie veille des réseaux sociaux, nous avons créé un mécanisme de coordination. À l'écran, vous voyez la structure créée au Kenya et ses relations avec les différents partenaires. Car la veille, ça inclut différents partenaires. Ceux qui se trouvent en première ligne de l'urgence euh, sanitaire. Et quand les données reviennent au niveau régional, il y avait beaucoup de travail, de nettoyage, de tri et d'analyse des données. Tout cela se faisait aussi au niveau national. Comment avons-nous répondu? Vous savez, une fois qu'on obtient les données, on les analyse et ça permet de comprendre les priorités et ce qu'il fallait faire. Et la priorité, c'était de répondre aux questions. Quelles étaient les questions que les gens se posaient, que se posaient les communautés, quelles étaient leurs préoccupations? Et ensuite, quelles étaient les rumeurs, quelles étaient les campagnes de désinformation? Une fois qu'on a identifié tout cela, nous avons créé un produit qui avait pour objectif de répondre à toutes ces questions, à ces rumeurs, d'apporter des réponses, des explications. Nous avons expliqué en quoi consistait le vaccin, nous avons parlé de son innocuité, qui était éligible pour le recevoir. Nous avons mis sur pied un produit sur les réseaux qui s'appelait Viral Facts Africa. L'objectif était d'être utilisé par toutes les communautés et non pas simplement une seule agence. Le format avait pour objectif d'être utilisé surtout sur WhatsApp. Donc, un exemple était, vous avez par exemple une personne qui expliquait dans un petit short ou alors des dessins. Nous avons testé différents formats qui étaient adaptés au public que nous visions. Alors, quelles sont les difficultés que nous avons remplies? Eh bien, premièrement, à l'époque, nous n'avions pas de ligne directrice. Donc, nous avons dû vraiment naviguer à l'œil et il y avait aussi un manque de méthode ou de directives au niveau international. Le volume d'informations
était inouïe. Et ça, c'était la plus grosse difficulté pour nous, car nous avons dû parfois utiliser des tableurs Excel pour faire le tri, séparer les données, les différentes sources. Il y avait aussi un manque de coordination entre les systèmes, les processus et les structures, un manque de ressources allouées, parce que même si nous avons payé une personne là-dessus, eh bien, toutes les agences n'avaient pas le luxe de faire cela. Et donc, la question était de trouver la bonne personne, parce que tout le monde était déjà complètement débordé par la riposte à la Covid. Et puis, la difficulté de la rapidité d'agir par rapport à une analyse en profondeur. Et ce que ma collègue a dit précédemment, il fallait trouver l'équilibre, parce que dans le cas d'une urgence sanitaire, on n'a parfois pas le luxe de prendre le temps de tout analyser en profondeur avant d'agir et d'avoir suivi une bonne diligence. Et donc, nous avons dû vraiment aller très vite parfois. Et il y avait aussi un manque de collaboration dans la protection et l'utilisation des données. Car vous savez, l'infodémie, parfois, signifie qu'on est envahi d'informations, et nous devions vraiment trouver l'équilibre entre nos messages et qui allait parler. Nous avons dû aussi partager les données obtenues dans notre veille des réseaux sociaux, tout en limitant l'accès parfois, pour nous assurer que les données ne soient pas compromises ou mal utilisées. Et donc, nous avons eu de nombreuses négociations pour trouver cet équilibre entre le partage des données, mais aussi leur protection. Parmi les leçons que nous avons tirées de cette expérience, eh bien, les leçons tirées de l'infodémie s'appliquent également à la veille des réseaux sociaux. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'il était important d'avoir une équipe multidisciplinaire pour obtenir les données, les analyser, apporter des réponses à ces données pour contrebalancer ces informations. L'important, c'était de se concentrer sur le renforcement des systèmes en vue d'assurer leur pérennité. Nous avons eu qu'il y avait déjà un manque de fonds et que les outils n'étaient pas durables. La collecte de données, c'est un job à temps plein, ça prend du temps. Et si vous n'avez pas des processus en place pour transférer les connaissances, vous ne pouvez pas payer une personne pour faire cela, et bien malheureusement, le système peut disparaître. Et, et donc, la collaboration avec des journalistes, le système éducatif était importante, parce que maintenant, la recommandation, c'est aussi de sensibiliser les gens pour reconnaître, détecter une mauvaise information. Voilà ce que j'avais à vous dire, et je vous remercie pour votre attention. Supriya, c'est à vous, j'ai fini, merci. Merci pour avoir partagé ce cas d'étude. Nous allons maintenant aborder notre session de questions et réponses, et je vais laisser Andreas organiser les questions. Je vois que nous avons reçu beaucoup de questions dans le chat. Malheureusement, nous n'aurons peut-être pas le temps de tout répondre. Alors, j'ai vu une question sur les orientations pratiques et le plan pilote pour utiliser cet outil au niveau des pays. Kai, pouvez-vous y répondre? Alors, sachez que certains participants ne sont peut-être pas au courant de tous les outils qui existent dans la gestion de l'infodémie. Nous avons un processus qui a été développé, notamment pour générer des rapports. Nous avons des modules
de formation. Tout cela est disponible sur notre site internet et vous pouvez nous contacter bien sûr en direct, on pourra vous donner ces informations. Et donc, nous avons fait beaucoup de travail pour avoir une approche normalisée, si vous voulez, pour cette gestion de l'infodémie. Et par exemple, nous sommes en train aussi de développer sur un outil d'évaluation de l'environnement qui a été déployé au Sri Lanka et en Thaïlande cette année. Et ces directives ont le même objectif. Nous souhaitons avoir une approche très pratique, très concrète et nous souhaitons que cette approche puisse être appliquée et ensuite développée dans le cadre de pays pilotes. Donc, nous sommes en train de nous tourner vers différents acteurs qui sont prêts à travailler pour nous pour mettre en œuvre ces outils et identifier les méthodes de formation pour qu'ensuite ils nous disent si cet outil est utile. Donc, nous sommes en train de perfectionner cet outil. Il s'accompagnera d'un module de formation. Et puis, une fois que nous aurons le feedback de la phase du développement, il y aura deux ou trois pays pilotes qui seront sélectionnés euh, en fonction de nos capacités, bien sûr. Et si tout se passe bien et que nous avons assez de ressources, nous nous concentrerons sur les pays qui présentent le plus d'intérêt. Tout cela, bien sûr, sera fait avec les bureaux pays et régionaux. Et l'objectif est de le partager avec nos pays membres. Si vous êtes intéressés, nous serions bien sûr très intéressés de pouvoir explorer une collaboration. À vous, Andreas. Merci, Kai. Je crois que nous avons le temps encore pour une question, si vous le souhaitez, pour professeur Antorno. Dans certains pays, la réglementation nécessite que la veille des réseaux sociaux ne soit faite qu'avec l'accord des institutions, ce qui parfois est difficile quand on veut travailler directement avec les communautés. Donc, comment gérer cette tension entre ce qui est autorisé par les autorités de réglementation et ce qui est nécessaire si on va avoir une réponse utile? Je suis désolée, je me rends compte que ma connectivité n'est pas très bonne et on a du mal à me comprendre. Quand il y a des restrictions juridiques qui vous empêchent de contacter directement les communautés, eh bien, il faut faire avec. Mais à l'ère des réseaux sociaux, ce n'est pas pris en compte dans les réglementations. L'interprète s'excuse, Madame Andorno a une très mauvaise connectivité et n'est pas audible. En tout cas, vous avez l'opportunité ici de travailler avec les autorités de réglementation et de les aider à mettre à jour leur réglementation, de leur expliquer ce qui est important de faire pour faire de la gestion de l'infodémie, d'expliquer aux autorités du travail que vous faites et d'expliquer que la veille des réseaux sociaux peut contribuer à la gestion de l'infodémie. Je crois que malheureusement, nous allons devoir nous arrêter ici. Je vais repasser la parole à Supriya. Ou à Kai. Oui, merci Andrea. Je vous remercie tous pour votre participation et pour vos très bonnes questions. Pour les questions auxquelles nous avons pu répondre dans le chat, nous allons y répondre par écrit. Pour terminer, je vais passer la parole à John Rida, directeur du programme de recherche et formation des maladies tropicales, qui va partager avec nous ses réflexions. C'est à vous, docteur Reader. Euh, Écoutez, je vous remercie. Merci pour ce webinaire très intéressant. Nous l'avons vu, il est très important de trouver l'équilibre entre des décisions prises sur les données, mais le besoin aussi de respecter la responsabilité, la transparence dans l'engagement public. J'espère que ce document va pouvoir accompagner les ministères et les autres acteurs de gérer ce dialogue et cette veille des réseaux sociaux de manière responsable.
ce programme a pour objectif de disséminer ces directives. Nous ne pourrons pas tout mettre en place malheureusement. Les gouvernements, les organisations, les plateformes technologiques doivent collaborer pour s'assurer que la mise en œuvre de cette gestion de l'infodémie de la veille des réseaux sociaux soit faite de manière correcte. Il faut investir dans les capacités, dans la formation et nous envisageons de développer un module de formation qui sera disponible en ligne, mais nous encourageons vraiment toutes les personnes à participer et nous assurer que cette formation soit disponible. Et puis, je vais être rapide parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais le plus important est que la société civile joue un rôle essentiel dans ce domaine. Il faut vraiment avoir une discussion ouverte avec le public pour générer cette confiance, développer cette confiance. Au final, il s'agit d'une question de confiance, une confiance qui s'est érodée. Il faut de la confiance dans la science, dans les faits. Donc, je vais m'arrêter ici et je vous repasse la parole, Kai, à vous. Merci beaucoup, docteur Reader. Je remercie tous les participants pour leur présence aujourd'hui et je remercie nos collaborateurs, notamment Andrea Rice, John Reader et tous les autres membres du groupe d'experts qui ont apporté leur perspective au développement de ces directives et qui ont contribué à cette réunion. Et comme Dr Reader l'a dit, ces directives, c'est un point de départ, ce n'est pas final. On se réjouit bien sûr d'avoir le soutien des pays, de nos partenaires pour appliquer ces principes dans des environnements concrets. Je remercie l'OMS, les partenaires, alors que nous continuons de promouvoir une gestion éthique de l'infodémie. Ces documents se trouvent sur le site de l'OMS. Nous vous encourageons à les partager avec vos réseaux et vos collègues. Cette réunion a été enregistrée. Vous pourrez la retrouver un peu plus tard. On vous enverra le lien. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.